Très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Canal Afrique 54. Nous sommes en République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Je suis Trinidad Acha, accompagnée de Christelle Kassongo, ma co-présentatrice, à qui je dis bienvenue. Merci Trinidad et bonjour à nos téléspectateurs. Dans ce beau cadre d'Adonic Saint-Heure, nous sommes accompagnés de notre invité, qui est donc Michel Kitoko, professeur des universités, mais aussi analyste politique, à qui je dis bienvenue également. Merci, je vous remercie de m'avoir invité pour votre émission et je suis satisfait de cette invitation. Je serai disponible à répondre à toutes vos questions et préoccupations relatives à la question de l'État congolais. D'entre deux jeux, M. Michel, dites-nous, est-ce que les conditions sont-ils réunies pour aller aux élections libres, crédibles et transparentes? Vous savez, la crédibilité d'une élection dans notre pays dépend de la faisabilité, non seulement des acteurs politiques, mais aussi de la population qui doit comprendre le mécanisme de procédure électorale dans notre propre pays. Et tant que ces éléments sont défaillants de manière complète, et j'ai l'impression que nous sommes en train de poser des actes électoraux qui ne répondent pas aux aspirations légitimes de la population, mais aussi dans les normes qu'il faut, en tant qu'acteur politique, dire qu'est-ce que nous voulons de la République démocratique du Congo, pour le faire de quelle manière ou de quelle autre manière. C'est un peu ce style-là. Et moi, j'en attire l'attention des acteurs politiques de ces derniers temps qui se battent de manière mordicus à aller prendre un poste électoral venant du peuple congolais. C'est un peu à ce style-là et dans cet élan d'esprit qui attire mon attention. Moi, je suis le mombiste de formation, de nature, et je pense que le combat qu'a mené Patrice Emery Lumumba ne mérite pas qu'on puisse le ternir, cette image de la République démocratique du Congo, mais aussi de la personne. Donc c'est un peu ce style-là qui me remet toujours en lien de parler un peu sur cette question électorale qui, des fois, ne répond pas aux aspirations légitimes de notre peuple congolais. Depuis le 1er septembre, les candidats à la présidentielle ont déposé leur candidature. Ils ont jusqu'au 8 octobre. Mais alors, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Dédi Sesanga ou encore Matata Ponyo ont d'ores et déjà démontré leur position. Madidi Fayoulou, par contre, jusque-là, l'on doute encore de sa position. Que dites-vous? Non, mais ma lecture en est que ce n'est pas la personne, Moïse, ce n'est pas la personne qui, Katumbi ou Mouzito ou encore Fayoulou, qui pose problème. Mais dans les directives déjà des élections passées, ce qu'on a fait du peuple congolais, est-ce que le peuple congolais en a pris conscience de la dimension électorale, d'aller à gauche ou à droite? C'est un peu ce style-là que nous devons quand même nous interroger. Parce que les élections, si le peuple congolais en a voté Martin Fayoulou pour devenir président de la République et qu'il ne l'est pas devenu, je pense que l'affront, ce n'est pas Martin Fayoulou, mais c'est au peuple congolais qui doit prendre sa responsabilité à regarder les actes politiques qui sont posés par les auteurs de la question politique, où nous allons avec notre propre pays. Et c'est parce que Martin Fayoulou ou quelqu'un d'autre, ou Étienne Tshisekedi, je ne sais pas qui devait prendre le relève de la question volonté de la majorité du peuple congolais. Et c'est au travers de ces personnes-là que l'action politique devait être régentée ou diligentée positivement. Et je crois bien qu'au-delà de la volonté de peuple congolais, il y a aussi une autre lecture que je peux penser qui consiste à ne pas respecter cette volonté du peuple congolais venant des acteurs politiques ainsi gauche-droite. C'est un peu ceci là. On n'est pas un peuple ignorant, un peuple destiné à se faire abattre sur la question de la souveraineté de son propre pays et de la souveraineté de la question électorale. Donc nous sommes là. Si la majorité aurait décidé que ce soit Martin Fayoulou qui passe à la présidence de la République, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut maintenant
on puisse réexpliquer au peuple congolais, à cette grande majorité, qu'est-ce qui s'est passé au fait pour que la personne ne passe pas comme président de la République. Tout ça, ce sont des éléments et des questions qui alimentent les esprits congolais et qui méritent quand même qu'on puisse tenir compte de tous ces aspects-là et regarder dans quelle direction le peuple doit pouvoir y aller. C'est un peu ce style-là que moi je pense. Parce que je crois bien que nous sommes dans un pays où des fois les citoyens de ce pays ne comprennent plus l'essence même de la République, ne comprennent plus où nous devons aller avec la République. Les institutions sont là, mais les citoyens congolais, dans cette dimension d'être, n'est pas répertorié par les officiels politiques de notre pays. C'est un peu un danger potentiel pour l'existence en tant que citoyen ou en tant que citoyenne dans l'existence de ce pays. C'est un peu ceci-là. Moi, je crois bien qu'à l'allure où vont les choses, et quand nous regardons un peu les paramètres de ce qui se passe dans d'autres pays qui, des fois, nous ont colonisés, et puis d'autres pays qui ont évolué, même ici à Brazzaville, je pense que l'existence d'un citoyen ou d'une citoyenne congolaise devait être un élément probant qui mérite à ce que l'État ou les citoyens ou la citoyenne puissent exister en tant que tel. Le nombre de nos compatriotes aujourd'hui que nous avons attire toute mon attention pour que nous puissions déterminer combien sommes-nous. Vous voyez, combien de Congolais sommes-nous? C'est une question qui, des fois, devait attirer l'attention des acteurs politiques de notre pays. C'est une responsabilité énorme. Et dans cette responsabilité, si déjà vous êtes père de famille et vous ne connaissez pas le nombre de vos enfants, déjà vous naviguez à vide et puis dans un danger potentiel. Nous sommes en train de traverser un moment le plus crucial, le moment le plus difficile. Pourquoi? Parce que les Congolais ne savent pas ce qu'ils sont réellement. Aucune identité dans ce pays. Et que le carte électorale, et quand vous n'avez pas l'âge de voter, vous n'êtes pas compté comme citoyen ou citoyenne de ce pays, vous trouvez ça normal? Le poste où il y a la correspondance, où l'État devait correspondre à chaque citoyen là où il est, tel qu'il est, n'existe pas dans ce pays. Et vous trouvez normal que nous sommes des citoyennes ou des citoyens congolais ayant toutes les capacités de vivre ici dans ce pays. Vous voyez l'inexistence même des éléments qui correspondent à un État réel. C'est ça. Non mais attendez, que faire pour que les choses se fassent? Il faut que ceux qui dirigent le pays comprennent qu'on a trouvé ce pays dans des conditions. Moi je me rappelle trop bien, à l'époque de Maréchal Mobutu, il y avait des postes qui étaient interrompus pendant une très grande période. Mais la police qui n'existe pas, il y avait peut-être des gendarmes avec les gardes civils gauche-droite, ça je peux bien comprendre. Mais la correspondance au niveau interne de notre pays, qui des fois n'existe pas, une correspondance normale de quelqu'un qui est à Tchoumbé, qui vous écrit un courrier, même à votre famille, non. Et quelqu'un me dit, parce qu'ils peuvent téléphoner, vous imaginez un État qui dépend de correspondance téléphonique entre des citoyens, et ça c'est un État normal, non? Un État se base sur une administration potentielle qui permet à ce que l'administration puisse gérer les citoyens ou la citoyenne partout où ils se trouvent sur l'ensemble des territoires congolais. Et c'est ça l'existence de l'État. Et comment répertorier les éléments qui doivent recadrer cette situation pour que l'État puisse revenir comme le maillon potentiel qui permet à ce que le Congo puisse devenir quand même le Congo réel de rêve de Patrice Emery Lumumba. Où en sommes-nous aujourd'hui? Non seulement que la population n'est pas préparée pour cette question électorale parce qu'elle est dans les capacités de détecter les failles. Et même si chacun connaît le faille, mais il se pose des fois des questions qui on doit pouvoir proclamer gauche-droite. Donc, moralité, l'État est hypothéqué entre les mains des citoyens, entre les mains de quelques individus qui doivent décider, c'est celui-ci qui passe le président de la République et l'autre non. C'est un peu ça. Donc, moralité, je suis en train de me poser plusieurs questions. Comment on doit pouvoir laisser un État dans l'abattement absolu où les citoyens ne se sentent pas concernés sur cette question électorale? Beaucoup vont déposer leur candidature, mais ils vont s'inquiéter sur la manière dont cette élection sera gérée. C'est un peu ceci-là et c'est un peu cette question-là qui doit attirer toute l'attention des auteurs politiques
ou des acteurs politiques de notre pays qui doivent quand même regarder, ils sont en train de diriger qui? Sont-ils en train de diriger les animaux ou les oiseaux? Mais ils sont en train de diriger les êtres humains. Et ces êtres humains doivent quand même mériter le respect potentiel de ce qu'ils peuvent attendre d'eux et de ce qu'au niveau élémentaire, que le combat que le peuple mène et que ce soit rapporté ou remporté aussi par les acteurs politiques qui doivent pouvoir diriger. Mais que faire, M. Michel, pour que les choses puissent changer? Les attentes gauche-droite entre quelques individus qui doivent représenter l'ensemble de la classe politique ou l'ensemble de la population, ce n'est pas ça qui est important. Mais qu'est-ce que cette classe amène à l'ensemble à la classe, à la population? C'est ce qui est important. D'abord, le recadrage pour un État qui est complètement abîmé sur le plan administratif. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais nos compatriotes qui sont à Kinkole ici, qui sont à Maluku, qui sont un peu partout dans d'autres provinces, ne savent pas comment l'administration se comporte, comment l'administration doit être gérée. Nous sommes 90 millions de Congolais. Mais quel est ce citoyen qui peut percevoir un seul courrier venant de l'État congolais? Vous comprenez? Et c'est là qu'on se pose des questions. Non seulement que les citoyens, ils ont quitté le regard de l'administration, mais aussi ceux qui gèrent l'administration aussi ne sont plus utiles vis-à-vis de cette même population. La preuve en est que dans la ville-province de Kinshasa, vous regardez simplement, ici, vous avez que des immeubles, vous avez que des maisons, mais ces maisons-là et des immeubles-là sont gérés par qui et comment? Est-ce qu'ils peuvent percevoir la lettre postale venant d'une administration? Non, pas du tout. Vous comprenez? Vous comprenez l'abandon gravissime de l'État congolais dans sa propre gestion administrative. C'est ça qui attire toute mon attention et le regard que j'ai de ce pays, c'est d'attirer l'attention de chaque Congolais pour que des fois, que les esprits s'unissent et que ça regarde dans une autre direction de façon à ce que ça ne puisse plus permettre à ce que les acteurs politiques d'aujourd'hui qui ne comprennent pas un certain nombre de choses, qui n'ont que quelques valeurs absolues d'être électeurs ou d'être candidats gauche-droite. Et c'est là-dessus que je suis en train de regarder un peu les choses. Question fermée. De 1960 à aujourd'hui, peut-on dire que la gestion de la chose publique a évolué, oui ou non? La gestion de la chose publique n'a pas pu évoluer. Pour la première raison, lorsque Patrice Emery Lumumba a été abattu, et lui qui avait une vision réelle pour transformer ce pays, lorsqu'il a été abattu, il était question de retracer par les puissances coloniales, retracer la dictature la plus absolue qui était remplacée par Maréchal Mobutu. Est-ce que du temps de Maréchal Mobutu, vous pouviez me dire aujourd'hui que c'était un sens même d'y habiter d'un État ou de la personnalité de quelqu'un qui pensait être propriétaire de tout le monde? C'est un peu ce style-là que nous avons vécu pendant 32 ans. Et Moussa Laurent Désiré Kabila, il était venu, lui qui était lumumbiste, était venu avec la possibilité de vouloir retracer les combats qu'a mené Patrice Emery Lumumba avec ses compagnons d'élite à ce temps-là, pour redonner un autre schéma qui était le schéma de Patrice Emery Lumumba. Madame, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Plusieurs paramètres commencent à attirer toute notre attention. À l'époque de Patrice Emery Lumumba, nous avions un président de la République, mais qui n'était pas élu par l'ensemble de la population. Kasavubu n'était pas élu par l'ensemble de la population congolaise. Mais la primature dirigée par Patrice Emery Lumumba était élue par l'ensemble de la population, c'est-à-dire que le Parlement à l'époque. Donc nous étions dans un régime complètement parlementaire. Donc la différence que nous avons aujourd'hui entre le système quasiment des fois inexpliqué, où j'ai toujours expliqué en tant que politologue de formation, je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, à la limite on peut dire semi-présidentiel, et à la recherche de parlementarisme type qui permettent à ce que le peuple congolais puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ce style-là. Mais maintenant, depuis qu'on a abattu, depuis qu'on a éliminé
Patrice Emery Lumumba avec son administration. Où nous en sommes aujourd'hui? Nous avons vécu 32 ans de dictature atroce venant de Maréchal Mobutu. Et ensuite, Mouzé est venu, il n'a même pas fait 2 ans. 2 ans pour retracer un peu le schéma et reprendre un peu les éléments gauche-droite qui a permis que Lumumba puisse renaître dans son schéma avec ses talents. Mais ça n'a pas permis ça. 2 ans après, il a été assassiné. Mais avec Félix Tshisekedi, n'y a-t-il pas une amélioration? Je vous parle ici en tant que citoyen. Vous voulez me parler de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je voudrais simplement vous faire comprendre qu'il faut regarder ce qu'il pense lui-même et non pas ce que ses acolytes pensent. Il découvre le Congo pendant qu'il est président de la République. Il y a 2 décalages complètement énormes. Où nous allons avec ce pays? Dans un communiqué rendu public le lundi dernier, le lieutenant-colonel Matunga, porte-parole ad intérim de la mission onusienne, déclare que les troupes continuent de travailler en étroite collaboration avec les FARDC. Cependant, la société civile de Béni, elle, dit par contre que la MONUSCO est passive et inactive. Qu'est dire à ce sujet? Comment pensez-vous, lorsque vous êtes dans votre maison, à l'intérieur de votre maison, et vous savez, la chambre ou la porte par laquelle l'ennemi pénètre chaque jour et chaque instant, et vous laissez cette chambre-là à une distance récurrente par rapport à vous qui devez décider. Le combat à l'est du pays, si bien c'est le Rwanda, je dis bien c'est le Rwanda qui est à la base, pourquoi notre état-major se trouve à 2000 km ici à Kinshasa? À quoi ça sert? L'existence même de notre base, de nos bases militaires, de l'état-major général ici à la capitale province-ville Kinshasa. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours demandé. Allez-y, parce que depuis 1960 que nous sommes attaqués à l'Est, 90% des conflits que nous avons proviennent de l'Est. Les conflits ne proviennent pas dans la frontière avec l'Angola, avec la Zambie, avec le Soudan, avec, oui, quelques petites échauffourées. De manière récurrente et permanente, où il y a les vies humaines qui sont fauchées, se trouvent à l'Est. Vous comprenez? Alors, la question que je suis en train de me poser, comment les officiels de notre pays ne peuvent pas prendre la responsabilité de faire baser l'état-major général d'abord, à l'Est du pays, former les militaires qui doivent venir à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud du Congo, à l'Est du pays, et mettre un budget énorme qui consiste à barricader les routes de ceux qui ont semé les désordres et qui continuent à tuer des vies humaines à l'Est du pays. La question, elle est si simple, madame. Ma demande était toujours si simple. La délocalisation de l'état-major général de la ville provinciale de Kinshasa doit se baser à l'Est du pays. D'après vos dires, doit-on comprendre que vous rejoignez en fait la société civile qui propose un ministre de la guerre à ce sujet? Non, vous savez, si c'est la société civile qui pense ça, je suis bien d'accord avec la société civile sur ce chapitre. Mais il faut que la politique soit compréhensif et c'est lui qui est le moteur ou la personne ayant le sens, qui doit pouvoir disposer le sens de capacité de régler le problème d'une manière générale. C'est un peu ça. Parlant de la MONUSCO, doit-on comprendre qu'elle est une épine à enlever coûte que coûte, mais qu'elle n'est pas un appui? Est-ce que la MONUSCO agresse le Congolais? Soyons clairs. Tant que la MONUSCO ne vous agresse pas, et vous, qu'est-ce que vous faites par rapport aux agresseurs? Et vous voulez seulement que la MONUSCO, c'est-à-dire que les Congolais croisent les bras et dorment bien, et que ce sont des armées étrangères qui s'appellent la MONUSCO qui doivent se battre pour vous. Je pose la question. Comment le Congolais est dans l'incapacité absolue aujourd'hui de déceler le vrai ennemi? Si c'est le Rwanda qui l'attaque, alors le Rwanda, qui l'a interdit? Est-ce que la MONUSCO lui dit, toi tu ne peux pas aller là-bas? Notre propre armée. C'est un peu ça, cette question. Moi, lorsque j'avais commencé mes explications sur la délocalisation d'état-major général de notre pays à l'est du pays, c'était en 2009. En 2009, je commençais toujours à me battre dans les médias pour faire comprendre
au peuple congolais et aux dirigeants de notre pays. Et je pense que s'ils ont compris ça, l'état-major général de notre pays devait, au moment où nous sommes en train d'échanger, vous et moi, devait être placé là-bas. Capitale de la défense nationale de notre pays, basée à l'est du pays. Vous comprenez? Alors, au lieu de le baser ici à la capitale de la ville provinciale de Kinshasa, ça devait être basé à l'est du pays. À l'est du pays, il y a un endroit bien précis pour lequel nous allons parler des questions militaires, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli de manière permanente et récurrente. C'est un peu ça. Une vingtaine d'années en République démocratique du Congo, doit-on dire que la mission onusienne a totalement échoué? Je ne peux pas dire que la mission de la MONUSCO a totalement failli, mais je ne peux pas non plus dire que la mission des Nations Unies a réussi dans notre pays. Prenons la MONUSCO comme un témoin qui consiste à ce que l'humanité sache que non, il se passe des situations au Congo, République démocratique du Congo. Ça, c'est l'existence même de notre pays sur la dimension internationale. Au-delà des défaillances ou des failles sur les conditions administratives de notre pays, que je venais de décrire tout au début de l'émission ici, que je me dis, nous devons refabriquer encore la dimension de taille qui permette à ce que notre administration puisse se situer à proximité du peuple congolais et que le peuple congolais se situe aussi à proximité de leur administration pour qu'il y ait une attente de l'existence même de la République. Sans cela, vous aurez toujours l'impression que non, les Congolais, ce sont des êtres humains, non? Ils naissent, il y en a qui sont nés et qui sont décédés, enterrés, sans en avoir bénéficié même d'une pièce d'identité. C'est depuis combien de temps on nous dit envoi? Ça fait combien d'années la question est toujours envoi? Vous trouvez normal? Envoi. Eh oui, parce que le président de la République en a disposé, il a montré... Mais attendez, madame, est-ce que lui-même il comprend? Non, je dis des choses ici sur le plateau, non pas pour faire plaisir à un individu, à un camp. Je veux faire plaisir au peuple congolais, qui des fois doit comprendre son existence et son importance dans le schéma de l'existence de ce pays. C'est un peu ce style-là, madame. Moi, si vous pensez que non, c'est au président de la République, mais oui, il est le président de la République. Est-ce qu'il est le président de lui-même ou il est le président de tous les Congolais? Est-ce que sa pièce d'identité qu'il peut montrer là représente 90 millions de Congolais? Ou bien c'est chaque citoyen où il se trouve qui doit pouvoir dire « Je vais à mon administration villageoise », même au village, qu'il puisse disposer de sa carte d'identité. Mais c'est déjà un pas. Non, madame, je ne sais pas ce que vous appelez un pas. Mais je vous dis que nous sommes en train de traverser le moment le plus difficile, le moment le plus compliqué, où nous avons beaucoup de Congolais qui sont nés et qui sont morts sans en avoir disposé une pièce d'identité, madame. Michel Kitoko, le changement doit passer par qui absolument? Le changement doit se passer par la personne qui est à la hauteur et qui est à la base, qui est dirigeant de ce pays et qui pense avoir les capacités de transformer la réalité de ce que moi je vous dis, je vous décris ici. Si ce que je vous dis, si ce que j'ai décrit ici sur le plateau, vous pensez que c'est faux, alors vous avez votre micro, vous pouvez me dire que c'est vrai ce que vous dites ou que c'est faux ce que vous dites, vous pouvez corriger. Nous sommes en train de faire un débat en même temps. Je ne suis pas un savant qui s'imagine dans les conditions dans lesquelles les gens vivent dans tous les recoins de la République, mais c'est ma préoccupation parce que moi je pense que c'est une vérité sur ce que moi je suis en train d'affirmer. Alors que dire du Congolais? Si les Congolais vraiment avaient cette volonté et vocation de remettre aux Congolais les pièces d'identité, on allait disposer. Chacun devait avoir sa pièce d'identité qui le permet de sa naissance à la mort. Et puis bon voilà, il est parti. Il n'y a personne qui est éternel sur cette terre des humains. Mais au moins il est retracé et on saura combien sommes-nous en République démocratique du Congo. Quelles sont les correspondances qui n'ont pas existé à un temps donné et qui doivent réexister parce que l'ensemble des citoyens qui doit déterminer l'existence de la RDC. Ce n'est pas l'ensemble de ceux qui dirigent le Congo, mais c'est l'ensemble de chaque citoyen partout où il se trouve, qui sont propriétaires de ce pays. Ceux qui dirigent le Congo ne sont pas non plus éternels. Il n'y a personne qui est éternel sur cette terre des humains, madame. Mais je suis en train de me dire, l'existence d'un pays
ne mérite pas qu'on puisse l'ascenser sur les épaules d'un citoyen, Félix-Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila ou tel. Non, c'est l'ensemble de peuple congolais qui doit porter cette responsabilité et orienter les normes. Alors moi, je vous dis en tant que le mombiste, la réalité qui traverse notre pays aujourd'hui mérite à ce que les sens orientationnels soient retracés pour que les Congolais puissent voir dans quelle mesure nous pouvons nous regarder vers l'avant. Ainsi se referme ce chapitre. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Michel Kitoko, professeur des universités, mais aussi analyste politique. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie, madame. Et donc, je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de Christelle Kassongo, ma co-présentatrice. Christelle, merci beaucoup. Merci Trinidad et merci à nos téléspectateurs pour nous avoir suivis. Et donc voilà, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis sur Canal Afrique 54 à partir de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Retrouvez-nous, mais aussi sur YouTube, Canaf 54. Merci et restez branchés à nos programmes.